Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler biathlon. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé du côté des États-Unis pour cette avant-dernière manche de Coupe du Monde du côté de l'IBU. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé, sur les relais, sur les courses individuelles et également sur le classement général du côté des dames et du côté des hommes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu sur ce week-end de compétition. Les shorts, les TikTok, juste après l'arrivée des grandes compétitions, quand je les regarde en direct. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super fan. Vous pouvez également mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et je remercie bien entendu les gens qui font des super thanks. Format un petit peu particulier pour ces deux derniers rendez-vous de la saison. Je savais pas comment les faire ces deux derniers rendez-vous de la saison, étant donné qu'il y a quand même un gros décalage horaire. Là, en plus avec les États-Unis, c'était là où il y avait le plus de décalage horaire. Qu'il y a quand même pas mal de compétitions maintenant que je suis en mars, avec par rapport au mois de décembre, au mois de janvier, où principalement il y a quand même le biathlon. Là, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué, du fait qu'il y ait de la Formule 1, qu'il y ait également le cyclisme qui a repris ses droits. Donc c'était un peu compliqué pour tout vous dire ce week-end de voir les compétitions en direct, donc j'ai tout regardé, notamment mardi soir, lundi. C'est pour ça que je fais toutes ces vidéos là mardi, parce que j'ai voulu rattraper mon retard le plus possible pour ces compétitions de biathlon, mais forcément en suivant à la fois Tirreno, à la fois Paris-Nice cette semaine, en faisant des débriefs surtout étape par étape et des présentations également étape par étape de chacune des deux compétitions, forcément ça m'a pas permis de suivre les compétitions directes du côté du biathlon. Bilan de l'équipe de France, des relais compliqués, par contre des épreuves individuelles où on a été présent et on y reviendra. On commence par le relais homme, je crois, en premier. Un relais qui était donc un 4 fois donc 7 km 5 classique, c'était le dernier. Le dernier de relais de la saison pour les garçons, qui était lui en début de semaine. Alors que du côté des filles, c'était le deuxième jour de compétition qui était destiné au relais, ce qui, je pense, n'était pas l'idée du siècle de la part de l'IBU, parce qu'on a eu pas mal d'impasses, parce qu'il n'y avait pas la possibilité pour les concurrents de se préparer sur la poursuite correctement. Donc c'était, je pense, pas l'idée du siècle. Il aurait mieux fallu faire les deux relais le vendredi. Et faire les deux sprints le samedi en termes de programme. Des conditions qui étaient... La neige, c'était de la soupe. Voilà, faut le dire. Dimanche, c'était dur. Par contre, vendredi, samedi, c'était vraiment de la soupe. Donc, c'était pas simple, notamment pour les derniers relayeurs. Et puis, il y a eu du vent sur les deux courses. Donc, au niveau du tir, c'est vrai que c'est un pas de tir sur le dérolo qui est pas évident parce que vraiment, dès qu'il y a un peu de vent, ça modifie énormément la trajectoire des balles. Et on a vu énormément d'erreurs sur le pas de tir sur ce week-end de compétition. Bon, la Norvège, malgré 3 tours de pénalité, c'est ça où on voit qu'aujourd'hui les Norvégiens sont quand même largement au-dessus. Et notamment, il y a eu des tours de pénalité pour Sturla Lagrid qui sur le debout n'a pas trouvé la solution du tout, mais ça n'a pas été une course simple, mais sauf qu'ils sont tellement au-dessus que même avec 3 tours de pénalité, ce qui est quand même un très mauvais score, 3 tours de pénalité, et ben ils arrivent quand même à s'en sortir, surtout que Johannes Bö notamment a fait un super relais avec un sans faute. Christiansen, il s'en est très très bien sorti aussi, on aurait pu avoir des doutes mentalement, mais s'en est très très bien sorti, et Tarjei-Bø pas mal aussi. Donc relais, on va dire classique du côté de la Norvège. Deuxième, l'Italie. 8 balles de pioche qui est très bien du côté de l'Italie. C'est dommage du côté de cette équipe italienne, c'est qu'ils ont 3 bons relayeurs. Il leur en manque un quatrième. C'est-à-dire que là, Braunhofer, qui fait pourtant un super relais au niveau du tir, oui, mais il est trop lent sur les skis. Et c'est un petit peu leur souci. Lucas Hofer n'est pas le plus rapide non plus sur les skis en passant. Il leur manque véritablement un quatrième relayeur, vraiment de la densité dans ce domaine-là. Donc dommage
pour l'Italie, pour la gagne. Par contre, très belle deuxième place, avec une course qui est très intéressante. Hein. Je vous le dis toujours, on a 6-8 balles de pioche. C'est vraiment un très bon score du côté d'un relais. Surtout que vous avez Bionas qui fait quand même 3 balles de pioche sur le debout, qui a eu du mal à s'en sortir sur le debout, vraiment. Mais la dernière, tu sens qu'elle met beaucoup de temps à sortir, la dernière balle. Mais il évite le tour de pénalité. Alors même s'il a perdu du temps, pour lui, je pense mentalement c'était important d'éviter le tour de pénalité. Ça reste un jeune biathlète Bionazin comme Giacomen, c'est des mecs qui ont moins de 25 ans. Donc c'est encore des coureurs qui doivent progresser et qui voilà, doivent encore prendre de l'expérience. Donc du côté de Bionaz, je pense que c'est une course qui sera intéressante. Allemagne 3, toujours solide de tir l'Allemagne. Hein. Là on est sur 8 balles de pioche et encore c'est presque moins bien que d'habitude. Ça permet à Bénédicte Doll d'amener une dernière médaille à sa collection en Coupe du Monde, avec quand même un sans faute pour Bénédicte Doll qui va prendre sa retraite, donc très fort de la part de l'Allemand. Navrat est à 3 fautes également pour Kuhn, 2 pour Justus Trello. Voilà, ils ont fait une course intéressante, toujours on va dire dans le coup pour le podium. Donc course sympa de la part des Allemands. Les États-Unis, dommage le dernier relayeur du côté des États-Unis, parce que Jack Brown, ça leur permet plus de jouer le podium. Or, ils étaient vraiment en bagarre avec l'Allemagne, grâce à un très bon relais de Campbell White qui, je vous l'avais dit, était en très grande forme au championnat du monde et il y a être fort sur cette fin de saison, c'est le cas. Sean Doherty également, 3 balles de pioche, c'est quand même intéressant. Et puis Bonacci, 0 balles de pioche. Donc relais très propre de Bonacci et de je pense qu'on va dire Bonacci et de Campbell White, pardon. Par contre, Jack Brown, un petit peu plus en difficulté avec ces tours de pénalité, 5 balles de pioche, tour de pénalité. Forcément, ça les exclut du podium. C'est dommage, mais course intéressante quand même du côté des États-Unis. Que ça soit chez les garçons, chez les filles, on sent qu'on avait préparé ce rendez-vous des Soldier Hollow. La Suède, c'est le gros problème de la Suède. Hein. C'est le gros problème. C'est un peu trop d'irrégularité. Et puis là aussi, on n'a pas 4 relayeurs de qualité. C'est-à-dire qu'on en a 3 de bons et puis un quatrième qui est un peu en difficulté. Victor Brandt, il a parfois du mal à rentrer dans les 60 sur une poursuite. Donc forcément, en plus, si tu rajoutes un tour de pénalité, 3 balles de pioche sur son relais, ça commence à devenir compliqué ensuite. Et puis les Suédois qui n'aiment pas l'altitude. Donc ça les met vraiment en difficulté. On l'avait vu notamment en Lanzarote 2, c'était une Coupe du Monde où ils avaient été en grande difficulté. Encore plus que les Norvégiens, l'altitude, vraiment du côté des Suédois, c'est vraiment pas du tout leur tasse de thé, ça les met souvent en difficulté. Autriche, 6e, Finlande, 7e. Et puis la France, 8e, relais raté pour la France. Alors c'est dommage parce que Fabien Claude avait fait une très bonne course, c'est sa meilleure course du week-end et c'était sa meilleure course depuis très longtemps, mais Emilien Jacquelin, 2 tours de pénalité, ça nous met forcément en difficulté. Éric Perrault, pareil. Alors c'était la première fois qu'Éric Perrault était dans cette situation-là aussi de 3e relayeur. On n'avait pas pris Quentin Fillon-Maillet aussi. On a décidé de finir avec Antonin Guigonard, ce qui était un choix pour laisser au frais un petit peu Quentin Fillon-Maillet. Et du côté d'Éric Perrault, et dommage, c'est 2 balles, c'est 2 tours de pénalité qui nous mettent en difficulté. Après, je dirais que c'est un peu le résumé de cette saison avec des échecs au tir, ce relais. Et surtout avec c'est jamais le même qui fait les erreurs, encore une fois, cette irrégularité au niveau des performances, parce que là il y a un vrai problème d'irrégularité cette année. Des fois il y a des mecs qui sont capables de faire un sans faute un jour et puis de ne pas être capable d'être performant la veille, ce qui a été le cas sur ce relais simple, enfin ce relais classique homme. Voilà, du côté de cette course avec une Belgique qui a fini à un tour. Pas facile pour les Belges, avec notamment Thierry Langer qui nous a fait 2 tours de pénalité, 6 balles de pioche, c'est dommage. On passe tout de suite à la course des dames. Pas simple non plus pour le relais dames de l'équipe de France.
avec pas mal de concurrentes qui avaient fait des impasses, ce qui n'était pas le cas de Tendrevold, par exemple, qui avait décidé de faire ce relais. Mais c'est vrai que dans certaines équipes, on avait des impasses, notamment nous, Julia Simon. Du côté de la Norvège, relais parfait. Relais parfait, 5 balles de pioche seulement. Je pense qu'elles avaient envie de montrer aux suiveurs norvégiens que le relais catastrophique qu'il y avait eu au championnat du monde n'était qu'une erreur de parcours. Et c'était pas forcément la globalité en termes de résultats. Avec une Tendrevold qui a été quand même plus intéressante cette semaine, je trouve, que la semaine dernière. Même s'il y a encore eu des petits soucis sur la poursuite, je l'ai trouvé quand même mieux. Et puis Knoten qui fait encore une course de qualité, même si sur les temps de ski, c'est pas parfait du côté de cette équipe de Norvège. Et puis avec une Anne Clave qui finit bien l'année et qui commence à prendre vraiment du galon dans cette équipe. Je trouve que Anne Clave, ça commence à devenir la deuxième dans cette équipe de Norvège. Je dirais qu'Idalvien également progresse, commence à retrouver un petit peu de densité dans cette équipe norvégienne. Deuxième, l'Allemagne, 7 balles de pioche, c'est très bien. La Norvège n'a pas laissé d'ouverture, donc il n'y a pas eu vraiment de possibilité d'aller jouer avec cette équipe de Norvège. On avait aussi une équipe un petit peu particulière, notamment avec Julia Kink en dernière relayeuse, qui a fait une course intéressante. Et puis Selina Grossian, elle était en deuxième relayeuse avec Jenny Tajic pour lancer Vanessa Voigt. Donc pas de Sophie Schneider sur ce relais notamment. Et pas de Franziska Preuss aussi. Donc, on avait fait des petites modifications sur ce relais. Troisième, la Suède. 10 balles de pioche, un peu beaucoup pour cette équipe de Suède, avec les Söreberg qui ont plutôt bien fini, même si sur les skis, ça va plus très vite pour les Söreberg. C'est vrai que Elvira, par exemple, depuis le mois de janvier, c'est compliqué sur les skis. Anna Heuberg qui, elle, revenait d'une maladie qui l'avait empêché de participer à la semaine d'Oslo. Puis Mona Borsson et Anna Magnusson. Je trouve Magnusson toujours performante sur ses relais. Je trouve qu'elle fait une bonne deuxième partie de saison, Magnusson. C'est un peu plus compliqué pour Anna Heuberg, Elvira Heuberg. Et puis Mona Borsson, elle aussi, qui prendra sa retraite en fin de saison. Et qui prend une belle troisième place. L'Autriche, quatrième. Avec une Lisa Teresa Hauser qui, cette fois-ci, n'a pas fait trop de fautes au tir. Et puis une Anna Gandler également qui a très bien fini. L'équipe d'Autriche qui, je pense, dans les années à venir, pourrait être une équipe très très forte parce qu'il y a une jeune génération qui arrive et qui est très solide au niveau du tir. Alors ce qui manque, c'est de la performance sur les skis. République tchèque 5e avec Davidova. Qui fait un relais correct du côté de Davidova. Dommage la dernière relayeuse, Charvatova, mais comme souvent Charvatova sur le tir debout, qui est capable de craquer complètement avec 2 tours de pénalité, 3 balles de pioche. Et puis la France, donc 6e, avec une Gillian Guigona qui avait fait un très beau relais. Derrière, Justine Brezaz a fait 1 tour de pénalité. Forcément, ça nous met en difficulté. Jeanne Richard, Lou Jean Monod. Lou fait une très bonne course. Jeanne Richard est en difficulté sur le tir debout pendant toute la semaine et qui se retrouve donc à avoir 1 tour de pénalité et 3 balles de pioche. J'ai pas trop aimé les critiques de la chaîne L'équipe sur Julia Simon. Je vais pas vous mentir, parce que on reproche à Julia Simon d'avoir fait une impasse. C'est pas comme si Justine Brezaz a fait des impasses cette saison, qui était passé crème de la part des commentateurs de la chaîne Équipe. Donc ça serait bien d'avoir un peu le même traitement entre Julia Simon et Justine Brezaz. Quand il y en a une qui fait des impasses, soit tu critiques les deux pour les impasses, soit tu considères que c'est normal. Sur un terrain où on a une altitude, avec une Julia Simon qui est quand même fatiguée depuis ses championnats du monde. Bon, voilà. Et puis quand tu vois ce qu'a fait Justine Brezaz ensuite, tu te dis il aurait peut-être mieux fallu que Justine Brezaz fasse une impasse sur ce relais. Le grand souci, c'est que je pense que Justine Brezaz devait aussi était prévue pour faire une impasse sur ce relais à Solderolo, sauf qu'avec la non-participation de Sophie Chauveau pour des problèmes de visa, on rappelle que elle a voyagé à Cuba. Et quand vous voyagez à Cuba, vous ne pouvez plus techniquement aller aux États-Unis. C'est ce qui s'est passé pour Sophie Chauveau. C'est drôle parce que
Il y a 4-5 jours avant que j'ai appris cette information-là, il y a eu un reportage sur France 2, dans le 20h de France 2, qui racontait ça, et notamment qui disait que pour l'économie du tourisme à Cuba, c'était un vrai problème, parce que beaucoup de personnes ne voulaient pas plus aller à Cuba, pour cette raison-là, du fait que tu peux plus aller aux États-Unis ensuite derrière, où c'est très compliqué d'aller aux États-Unis pendant un certain temps. Voilà, donc je pense que l'objectif c'était plutôt que que Justine soit remplacée par Sophie Chauveau. La non-participation de Sophie Chauveau nous a mis en difficulté. Après, on aurait pu utiliser également nos quotas en plus, ce qui n'a pas été fait du côté de l'équipe de France, qui ne voulait pas utiliser notamment Océane Michelon pour cette manche des États-Unis, qui était aussi en Autriche, il faut le rappeler, pour son gros globe du côté de l'IBU Cup, mais on aurait pu peut-être amener une Chloé Chevalier, par exemple, pour jouer cette course-là et remplacer Sophie Chauveau pour cette manche-là du côté de Soldier Hollow. Donc c'est dommage voilà, pour cette course du côté de l'équipe de France, mais je trouve que la chaîne équipe en a beaucoup mis sur Julia Simon, alors qu'elle a fait un choix, ce qu'a fait Justine Brezas, ce que font d'autres concurrentes aussi pendant la saison, de faire des impasses sur certains relais. Julia elle a été là, notamment pour les relais au championnat du monde. Ça n'a posé de problème à personne, par exemple, aussi. Là, c'est devenu un problème sur cette manche aux États-Unis, alors que, je veux pas être méchant, mais elle avait déjà fait... Enfin, c'est devenu un problème sur cette manche aux États-Unis. Non, je me rappelle quand même sur le relais mixte, qu'elle s'était expliquée sur le plateau de la chaîne d'équipe que c'était un choix. Ils n'avaient pas pu trop la critiquer à ce moment-là parce qu'elle s'était plutôt bien exprimée, Julia Simon. Mais bon, voilà, il y a un moment, faut arrêter. Mais j'ai l'impression que du côté de l'équipe, depuis le début de saison, ça gêne énormément que Julia Simon fasse cette saison cette compétition chez Alexis Boeuf notamment, chez certains commentateurs. Alors c'est peut-être les problèmes de carte bleue, hein. Mais on se souvient également du titre en une de la chaîne équipe où ils avaient joué sur ce jeu de mots au niveau de la carte bleue, ce qui n'était pas très intelligent. Je ne sais plus, c'était après 4 victoires en début de saison. Et puis bon, l'équipe de France, j'ai vu également sur les réseaux sociaux pas mal de gens attaquer le résultat de cette équipe de France. Bon, elles ont quand même été très performantes pendant toute l'année, elles peuvent se planter de temps en temps. Du côté des filles, voilà, bon, ça arrive, une contre-performance, ça peut arriver sur l'année, surtout quand on est en fin de saison, on est au mois de mars. Tout le monde a un peu envie de rentrer à la maison quand même, depuis les championnats du monde, et cette tournée nord-américaine est rarement facile à gérer. Mais voilà, j'ai pas aimé les propos sur Julia Simon. On l'a presque invisibilisé. Elle a été rendue invisible. Comme ça, on n'a pas de souci. Sur l'épreuve, après sur le podium sur la poursuite, ce que je trouve est un petit peu dommageable parce que c'était quand même intéressant. Alors oui, Lou a fait une victoire, mais bon, seulement 2 minutes 30, on va dire, de la chaîne d'équipe sur Julia Simon. Je trouve ça un peu dommageable. Pour tout vous dire, j'ai même... pendant la poursuite femme, enlever les commentaires parce qu'au bout d'un moment ça commençait à être un peu relou quand même. Donc ça serait bien de rectifier le tir entre les pubs juste après le départ d'une course, qui je trouve ça mais ignoble, et c'est surtout se foutre de la gueule des téléspectateurs. Moi je veux bien qu'il y ait des pubs pendant les courses, faut bien payer la chaîne de télévision, mais ils ont le don pour mettre la pub 2 minutes après le départ. Et puis surtout, la pub, pour moi, elle ne doit pas faire rater des moments importants de la course. Il faut éviter qu'elle fasse rater des moments importants de la course. Et je ne comprends pas pourquoi en France, parce qu'on le fait en Belgique notamment, on le fait aussi aux États-Unis, pourquoi on ne laisse pas la course en incrustation pendant la pub. C'est-à-dire qu'en Belgique, notamment, ils font ça pendant les Grands Prix de Formule 1. C'est-à-dire que tu as la course d'un côté et la pub. Tu sais, ils font une sorte d'écran splitté avec la pub d'un côté et la course de l'autre. C'est-à-dire que tu peux toujours continuer de suivre la course pendant la pub. On pourrait faire ça, hein. Alors je ne sais pas si c'est interdit par l'ARCOM, si ça n'a pas été demandé, tout simplement par une chaîne de télévision, mais je trouve ça dommageable parce que entre les pubs au bout de 2 minutes, qui moi m'énervent, c'est-à-dire quand je vois ça, je me dis mais putain les gars, vous foutez de la gueule du monde, la course vient de partir, vous mettez déjà une pub, on peut avoir 2 pubs sans être obligé de les foutre au tout début, quoi. C'est vraiment assez ridicule de ce côté-là. Bon, on regarde tout de suite la suite des compétitions. On regarde tout de suite le sprint dames du côté de la compétition de Soldier Hollow. C'était le premier jour, la victoire de Justine Brezaz. Encore une fois, comme elle est la plus rapide sur les skims, avec un 9 sur 10, ça passe très fort de la part
de Justine, qui est encore hyper rapide sur les skis, qui a bien supporté l'altitude aussi, ce qui n'a pas été le cas de tout le monde. Mais voilà, Justine, avec un 9 sur 10, elle arrive à être très très performante, et puis surtout, elle fait un très beau debout, parce qu'après le coucher, voilà, elle fait une petite erreur, mais sur le debout, très 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 bien. Et le debout, c'était très compliqué du côté de Solder-Holo. Encore une fois, il y a beaucoup de filles qui n'ont pas trouvé la solution. Je pense à Jeanne Richard notamment sur le debout, qui pendant toute la semaine n'a pas vraiment trouvé la solution. Et bah, Justine Brezaz, elle a montré l'expérience. Et puis une belle victoire. Bon, c'est pas encore suffisant pour aller rechercher la tête du classement de la Coupe du Monde, mais on verra. Parce qu'il va y avoir quand même la pression du côté de Tendrevold. Il faudra voir comment elle arrive à gérer la situation, même si techniquement, pour le moment, elle a les cartes en main, Tendrevold, pour la suite des 3 derniers jours de compétition. Sprint, poursuite, mass start du côté de la dernière manche de la saison à Camioré, mais il ne faudra pas se rater quand même du côté de Justine, de Tendrevold, parce que derrière, les Françaises, elles sont juste derrière. Tendrevold deuxième, sans faute, bien quand même de Tendrevold, parce qu'encore une fois, l'altitude, elle l'a dit en interview, mais elle est née au niveau de la mer, donc l'altitude, c'est vraiment pas un truc qu'elle apprécie. Et sur le tir debout, il fallait être intelligent. Il fallait, pour la course des filles, il fallait pas forcément faire un tir d'instinct. Et forcément, qui demande intelligence, demande de la lucidité. En altitude, quand t'es pas habitué à ça, c'est compliqué. Mais je rappelle que cet été, elle s'était entraînée avec Julia Simon. Et elle a dit que ça lui avait apporté beaucoup sur l'appréhension de l'altitude, notamment à Lanzarote 2. Et là encore, à Tendrevold, ça s'est super bien passé pour elle. Et devant Lou Jean Monod, voilà, fait une saison complète, Lou Jean Monod, elle est toujours dans le match pour aller chercher des très bons résultats, elle est toujours en embuscade. Voilà, Lou Jean Monod, pour moi, c'est la fille qui a le plus progressé cet hiver avec Sophie Chauveau, et ça se confirme. Et puis Vitozzi, Madame Régularité. J'ai vu qu'il n'y a que 2 fois où elle était en dehors du top 10 et jamais en dehors du top 20 depuis le début de saison. C'est fort quand même, vu le nombre de courses, réussir à tenir cette cadence-là depuis décembre. Chapeau, Madame Vitozzi. Là encore une fois, malgré un temps de ski qui n'était pas sensationnel du côté de Vitozzi, elle bétonne au niveau du tir, donc c'est très fort de sa part. Devant Knoten et Anna Grandler. Julia Simon, rapide sur les skis, mais 3 tirs à côté, c'est beaucoup trop. Du côté de Julia Simon, qui n'a pas réussi à trouver la solution. Je pense qu'elle a voulu tirer de manière instinctive comme elle le fait d'habitude, mais là ça ne marchait pas aujourd'hui. Alors que Lou Jean Monod, elle a eu un tir qui n'était pas simple. Elle a choisi ses cibles, ce qui est extrêmement rare. Elle a commencé cible 2, 3, 4, pour revenir à la cible 1 et repasser ensuite à la dernière cible. Donc c'est assez rare de faire un tir comme ça où on ne suit pas les cibles dans l'ordre, parce qu'il faut savoir que vous n'êtes pas obligé il n'y a pas d'ordre dans le tir omni biathlon. Vous pouvez partir à gauche ou partir par la droite, vous pouvez viser par le centre. Il y avait des concurrents même qui, à une époque, c'était il y a quelques années, maintenant, il y a une dizaine d'années, qui commençaient par le centre et partaient ensuite par les extérieurs. C'est-à-dire qu'ils faisaient souvent 3, 2, 1, et ensuite ils faisaient 4, 5. Ils partaient dans un sens et ensuite dans l'autre. Il y avait des concurrents qui faisaient ça à une époque. C'est plus le cas aujourd'hui. Mais voilà, Julia Simon, elle n'a pas réussi à trouver la solution. Elle était quand même rapide sur les skis parce qu'elle reste devant Aïta Gasparin, Elena Aikigros devant Tuli Tomingas, Davidova. Encore une fois, pas de sans faute au niveau du tir, c'est dommage parce que là les jambes sont quand même bien plus performantes qu'en début de saison, mais toujours des erreurs sur le tir. Et puis devant Lotelli, sans faute pour la Belge qui finit très bien la Norvégienne l'année. Et puis Selina Grossian, 9 sur 10 aujourd'hui, et Vobornikova également 9 sur 10. Lampic, dommage, le tir couché, parce que c'est encore le problème de Lampic, c'est-à-dire aujourd'hui, même sur un sprint, elle n'arrive pas à accrocher le 8 sur 10, parce qu'avec un 8 sur 10, elle accrocherait des podiums aujourd'hui, et il va falloir vraiment qu'elle réussisse à progresser au tir cet été, parce que sinon elle ne pourra jamais s'en sortir au niveau du ski. Puis on retrouve ensuite Carrara et Titch. Anna Heuberg également 21e, un peu loin encore, mais Anna Heuberg physiquement c'est difficile. Je descends un petit peu le classement. Lisa Teresa Hauser, toujours compliqué au niveau du tir. Elvira Hubert, quand je disais que ça allait pas fort au niveau des skis, avec un 8 sur 10, elle est à plus de 2 minutes. Donc elle a su absolument pas supporter les conditions climatiques. Et puis on voit Gillian Guigona 30e. Voilà, avec un temps de ski intéressant pour un 8 sur 10. Et puis Jeanne Richard, pareil que Julia Simon, elle n'a pas trouvé la solution encore une fois sur le tir debout, mais ça a été le cas
comme je vous le disais, pendant toute la semaine. Du côté des garçons, première victoire de l'année pour un Français et doublé. On cumule avec un Eric Perrault qui fait un 10 sur 10. Enfin, la victoire sur le sprint, il tournait autour. Eric Perrault, on l'avait vu notamment après sa 4e place au championnat du monde. Ce qui est fort avec Eric Perrault, c'est cette 4e place au championnat du monde. Et le fait est qu'ensuite, sur les individuels, il a du mal à obtenir un résultat. Ça aurait pu vraiment l'enfoncer dans une spirale négative, le mettre en grosse difficulté. Eric Perrault, il arrive à s'en sortir vraiment super bien. Donc très très belle course. Et puis Émilien Jacquelin, tir instinctif. Il l'a fait pendant les 3 jours de compétition. Ça n'a pas fonctionné sur le relais. Par contre, sur le sprint, ça a très très bien marché. Et puis surtout, sur les skis, c'était une fusée, Émilien Jacquelin, sur les skis. Donc tu sens qu'il prend du plaisir. Tu sens surtout que je pense qu'il a mangé son pain noir en début de saison. Du fait que il était sur 2 dernières années, 2022 et 2023, qui n'avaient pas été évidentes au niveau du mental. Il avait souvent fait quasiment des fins de saison blanches. Et là, il arrive à s'en sortir. Donc il va repartir avec beaucoup de confiance. Je pense Émilien Jacquelin. Botton, encore un nouveau Norvégien qui c'est le 8e, je crois, monté sur un podium. C'est là où tu vois la densité aujourd'hui des Norvégiens qui fait que forcément ils se tirent tous vers le haut. Et Botton, il prend la 3e place devant la grid. Samuelsson, sans faute. C'est, je crois, l'un des premiers sans faute de sa saison, Samuelsson. Il n'en a pas fait beaucoup cette année, ce qui est bien dommageable, mais on voit qu'avec un sans faute, il est capable de faire une très bonne course, mais sur les skis, c'était un peu plus compliqué. Puis Campbell White, 6e devant Tarrier Beu, les frères Beu qui se sont ratés sur le tir. Et puis surtout pour Eric Perrault, vous voyez, Giacomel 8e, ça veut dire qu'il reprend pas mal de points sur Giacomel et que le match est vraiment bien lancé pour Camioret pour le classement du maillot bleu devant Christiansen, Kuhn, Stromsheim et puis un Johannes Dalleux qui finit loin. Pas fort sur les skis, Johannes Dalleux. Mentalement, c'est dur, j'ai l'impression, sur cette fin de saison pour Johannes Dalleux. Et puis Johannes Beu, avec un 6 sur 10 qui passe complètement à côté. Johannes Beu, donc c'est bien dommageable. Et puis on retrouve ensuite Florent Claude, Ponzi Lioma également qui s'est raté au niveau du tir, Lucas Hofer. Et puis du côté des autres Français, Quentin Fillon-Maillet finit 31e. Alors vous voyez, une 34-8. Oui, mais en fait c'est une 30 de pénalité qu'il s'est pris, Quentin Fillon-Maillet, parce qu'il a oublié de tirer, de faire un tour de pénalité en fait. Voilà, vous voyez, dernier debout, il a un tour de pénalité à effectuer. Il n'a pas effectué ce tour de pénalité, donc on lui a rajouté 1 minute 30 sur son temps. C'est pas le premier qui fait ça, c'est pas le premier qui se rate. Je crois que Martin Fourcade l'avait fait, notamment sur un relais de championnat du monde, de pas tirer une balle de pioche, je crois. Ce qui lui avait coûté 2 minutes, je crois, à l'époque. Dans un relais mixte simple avec, je crois, Marie Dorin. Ça doit être 2014-2015 à l'époque. C'était à Concholati, me souvenir, donc ça devait être 2015 et il avait oublié de tirer sa balle, donc même les meilleurs, ça arrive même aux meilleurs. Et puis du côté d'Antonin Guigona, Fabien Claude, c'est toujours très compliqué au niveau de ses performances individuelles cette saison, à part en Allemagne, sinon ça a été difficile. Et puis Antonin Guigona qui finit 57, je crois, 58, qui a failli ne pas participer à la poursuite. C'est dommage parce qu'on le voit qu'en IBU Cup ça marche, mais en championnat du monde c'est beaucoup plus compliqué. Ça permet de voir la différence de niveau entre ces deux compétitions. Et puis Oscar Lombardo qui lui finit avec un 8 sur 10, 51e de cette course. On finit rapidement avec les poursuites et puis on parlera du classement général. Encore une fois, désolé pour ce format de vidéo, mais encore une fois c'était compliqué avec les autres programmes et notamment le cyclisme qui reste prioritaire sur la chaîne depuis longtemps sur la chaîne. Pas au tout début de la création de la chaîne, mais depuis très longtemps, le cyclisme est prioritaire. C'est aussi ce qui fait aussi le plus d'audience sur la chaîne, tout simplement. Louis-Jean Monod, vainqueur, course excellente de Louis-Jean Monod avec un 19 sur 20. Ça, c'est ce qu'on appelle une course d'excellente facture. Elle a dû se bagarrer avec Vitozzi, qui a tiré très vite sur le dernier relais.
mais elle a réussi à l'abattre. Elles ont fait une grande partie de leur course ensemble, hein, Vitozzi et Jean Monod. Mais voilà, sur le dernier relais, sur le dernier tour, ça a été une grosse bagarre. Et au sprint, bah, encore une fois, elle a battu Vitozzi. Ça commence à devenir Christiansen presque, Lou Jean Monod. Mais oui, elle a encore battu au sprint. Donc très belle course de la part de Lou. Devant donc Vitozzi, bah, encore une fois, Madame Régularité. Hein, toujours là, toujours dans le top 5, dans le top 10 des courses. C'est pour ça qu'elle a marqué autant de points cette année. C'est la régularité. Elle a réussi à être présente quasiment sur toutes les courses. Elle n'en a pas gagné 150. Par contre, énorme régularité de la part de Vitozzi. Même quand elle n'a pas été performante sur le ski, elle a bétonné sur le tir. Elle s'est rarement plantée sur le tir aussi. Et c'est ce qui a fait sa force pendant cette année de compétition. La seule contre-performance qu'elle a eue au final, c'est le sprint des championnats du monde. Mais c'était à cause d'un problème de fart du côté de l'italienne. Julia Simon, moi, j'ai bien aimé sa course sur les skis. Elle était énervée après son sprint, hein, Julia Simon, et je trouve qu'elle a bien réussi à se remobiliser sur cette course, et puis avec un très bon temps de ski. Ça montre aussi qu'elle garde quand même un peu de la fraîcheur physique. C'est plus compliqué mentalement, parce que tu sens bien que les championnats du monde l'ont éprouvé, hein, tout simplement, mais derrière, elle réussit toujours à être performante sur les skis, donc vraiment bien. Devant Knockton, qui fait également un 18 sur 20, et puis Lena Ikigros aussi 18 sur 20, qui confirme ses résultats du côté de Oslo, du côté également du mois de janvier, hein, Lena Ikigros, et puis Tomingas et Justine Brezaz. Justine Brezaz, c'est là où tu vois que le fait de ne pas avoir fait une impasse, ça a été, je pense, une erreur. Mais encore une fois, il n'y avait pas d'autres possibilités. Donc on était, soit c'était elle, soit c'était Julia Simon. Étant donné que Justine avait fait plus d'impasses que Julia, ça a peut-être joué aussi sur le fait qu'elle participe à ce relais féminin du samedi. Bah oui, hein, forcément au niveau du tir, c'est pas passé, seulement un 6 sur 10 sur le debout. Et bah là, ça te met en grande difficulté pour le général de la Coupe du Monde, parce que forcément, tu perds les points que tu avais récupérés lors de ta victoire sur le sprint. Et puis Anna Gandler, Davidova, pas parfait encore. Et puis Elvira Heuberg, des temps de ski pas fou, hein, parce qu'elle finit quand même à une 50 malgré un 19 sur 20, devant Tendrevol qui s'est de nouveau écroulé sur le debout. Ouais, c'est difficile à comprendre, à analyser, encore une fois, le debout, parce que quand on croit qu'elle se sort de cette situation, on va dire difficile, eh bien, elle retombe dedans. Est-ce que c'est parce que c'est un tir qui lui demande plus d'intensité au niveau du mental, et que là, au bout d'une troisième journée de course, ça devient plus compliqué pour elle? Parce que ça lui demande beaucoup de réflexion, beaucoup de concentration, et qu'elle n'a plus cette fraîcheur-là mentale au bout de 3 compétitions d'affilée. Est-ce que c'est ça le problème? Parce que c'est vrai qu'au championnat du monde, sur le début de championnat du monde, elle n'a pas ce souci-là au niveau du debout, ça arrive vraiment en deuxième partie de compétition. Donc il faudra voir, mais du côté de Tendrevol, là ça a été encore compliqué. Et donc ça la remet encore avec des doutes, et forcément qu'au niveau du classement de la Coupe du Monde, c'est pas l'idéal. Vobornikova, Grossian qui finit bien, l'allemande, devant Janina Etic, Gaisparin, Voigt, et puis on voit Anna Heuberg, 18e, qui partait 21, encore une fois sur les skis. C'était pas fou, Gilonne, belle remontée, avec un 17 sur 20, elle remonte 24, donc ça c'est très bien. Et puis Jeanne Richard, elle, la course a été compliquée, avec Lotelli, 18 sur 20, mais 29e, hein, voilà, sur les skis c'est pas suffisant. Et puis Jeanne Richard, voilà, sur le debout, elle a eu du mal à trouver la solution sur ce week-end de course, 34e seulement, devant notamment Bendika et Julia Klink, la jeune allemande aussi qui est là. Donc on n'a pas de grande surprise, mais on voit qu'on est en fin de saison avec pas mal de concurrentes qui n'avaient pas pris le départ, notamment Mona Branson ou Sofia Schneider. On regarde tout de suite le classement des garçons avec la victoire de Johannes Bö, 19 sur 20. Il a fallu se remobiliser après un sprint qui n'avait pas été sensationnel. Encore une fois, c'est une saison où il y a eu pas mal de yo-yo du côté des performances de Johannes Bö. Même s'il est en tête de la Coupe du Monde, il n'est pas à 1000 points déjà. Donc ça montre qu'il a perdu quand même pas mal de points en route du côté de Johannes. Et surtout, il y a eu pas mal d'erreurs sur la saison du côté du concurrent norvégien, avec des courses où parfois il est complètement passé à côté, devant Tarrier et Emilien.
qui aurait pu complètement s'écrouler après son tir debout. Parce que sur le premier debout, il passe complètement à côté, il peut s'écrouler complètement ensuite derrière, mais il arrive à rester dans le match. Contrairement à ce là qui sort du podium, on va dire, à cause de cette dernière erreur sur le dernier debout. On retrouve ensuite Samuelsson. Giacomel qui reprend des points à Eric Perrault qui fait un 17/20. Les deux étaient à 17/20, Giacomel est un peu plus rapide. Et puis on a ensuite Stromsheim, Botton qui a fait un peu trop de fautes, 15/20 seulement. Et puis Christiansen un petit peu long aussi à cause du coucher sur cette épreuve. Du côté des autres Français, Fabien Claude 17e, Quentin Fillon-Maillet pas suffisant avec un 16/20, 20e, même s'il fait une belle remontée après sa pénalité du sprint. Et puis du côté des autres Français, Lombardo finit 43. Antonin Guigona remonte aussi, belle remontée quand même d'Antonin Guigona, mais au niveau du tir, 15/20 c'est pas suffisant. Pour Oscar Lombardo également à 16/20, c'était pas suffisant sur cette épreuve. Puis il faut quand même rappeler que là aussi, pas mal de concurrents n'ont pas pris part à cette épreuve. On regarde les classements généraux. Du côté des filles, Tendrevold toujours en tête avec 964 points. Mais on voit, le match est toujours assez serré avec Vitozzi, 70 points d'écart, avec Justine Brezaz et Julia Simon. Encore une fois, il ne faudra pas faire d'erreur. Elle a une victoire d'avance sur une Julia Simon, mais il ne faudra pas se planter sur les 3 dernières courses. Donc elle devra marquer des points sur les 3 courses et surtout ne pas faire un 0 pointé. Donc il faudra être forcément dans les 30 premières, je dirais même plutôt dans les 20 premières, ça serait l'idéal. On s'aperçoit quand même que Justine, donc 3, Julia 4, Lou est quand même 5. Je rappelle que Lou n'avait pas pu participer en Autriche à Orfilsen. Donc c'est fort quand même ce qu'elle arrive à faire du côté de Lou Jean Monod, parce que malgré 3-0, on va dire sur ces saisons, eh bien elle arrive quand même à être 5e. Donc si elle n'a pas ce problème-là l'année prochaine avec la Covid, eh bien elle peut être très, très solide, surtout qu'ensuite elle avait eu du mal à s'en remettre au niveau de la performance sur les skis. Il lui avait fallu au moins 5-6 courses, donc on voit que du côté de Lou Jean Monod, c'est une saison très très intéressante devant Elvira Huberg, Lena Gross, Knoten, Voigt, Preuss. Forcément du côté de Sophie Chauveau, on a perdu des places, 19e, avec ce 0 pointé sur ces 3 courses. Mais je pense que Sophie Chauveau, déjà, elle sera fraîche, on va dire, physiquement, du côté de Camuré. Et puis je pense qu'elle aura la rage, je pense, Sophie Chauveau, de ne pas avoir pu aller aux États-Unis. Donc je pense qu'elle va être... il faudra faire attention à elle. Du côté des autres Françaises, Gillian Guigona rentre dans le top 30 avec la 29e place, 180 points. Et peut-être qu'elle pourra encore remonter un petit peu dans le classement. Du côté de Jeanne Richard, on est 39e pour le moment. Et puis Océane Michelon, elle finira la saison un petit peu loin. Je ne sais plus si elle était derrière Chloé Chevalier. Chloé Chevalier, donc 63e. Et Océane Michelon, je ne sais plus où elle était, Océane. Elle devait être un peu plus haut. Ah, Océane Michelon, je l'ai vu, 71e pour le moment avec 21 points. Du côté des garçons, on finit tout de suite avec Johannes Beu en tête avec 992 points. Donc encore une fois, pas encore les 1000 points. Et puis vous voyez que Tarier est pas très loin. 62 points. Donc il y a encore match à Camuré. On retrouve ensuite Sturla, Johannes Dalleux, Christensen, Stromsheim. On voit que Christensen remonte au fur et à mesure sur Dalleux, alors que lui aussi, il a eu des courses en moins. Sturla, il lui manque les points très clairement de la Mastart, mais même avec ces points de la Mastart du côté de Lanzerheide 2, il n'aurait pas été en capacité d'aller chercher pour le moment Johannes et Tarier. Et puis on voit donc Martine Paul-Sinioma, le meilleur des autres avec 584 points, mais on voit que Emilien Jacquelin est à 552. Donc là aussi, pour le meilleur des autres, le match est relancé. Surtout que Bénédicte Doll est toujours pas très loin, donc il y aura un beau match là-dessus. Et puis pour le meilleur jeune, Giacomel 523 points, Eric Perrault 505 points. Là, le match est plus que lancé, le duel est plus que lancé. Du côté de Camuré, on suivra ça. Et puis Quentin Fillon-Maillet, 16e, devant Fabien Claude, 19e, qui est juste devant Didier Bionaz, qui a un peu craqué là, sur la fin de saison, Bionaz, pour aller marquer des points. Comme Giacomel, j'ai envie de dire. Et puis Antonin Guigona, son objectif, ça sera de rentrer dans les 30 premiers, mais ça va pas être facile avec Simon Eder. Il y a quand même 30 points à aller chercher. Et puis Oscar Lombardo, lui, est 49e pour le moment avec 55 points devant Emilien Claude, qui est 59e dans cette équipe de France.
Eh bien nous, donc on se retrouve pour le week-end de Camioré, on fera le dernier débrief de la saison, on fera peut-être un petit peu un bilan de cette saison. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao ciao!